Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce Sapement 5 numéro 18. Aujourd'hui, tout commence par une question. Qu'est-ce que c'est qu'une pièce forte? J'avais ma propre idée sur le sujet, mais j'avais envie d'avoir un avis très exhaustif, alors j'ai demandé à la rédaction de Bonne Gueule, Benoît, Christophe, Jordan, Michel et David, de me donner leur avis. Et voici quelques extraits de leur réaction. C'est une pièce stylistiquement marquée. Ça te démarque de ton environnement. Ça se remarque d'un seul coup d'œil dans une tenue. C'est hors du commun. Elle requiert une certaine maîtrise. Elle se démarque par sa couleur, sa coupe, son motif ou même sa matière. Finalement, la définition de ce qu'est une pièce forte est assez large, ça parle à la fois de prise de risque, de rareté, de faire sortir le porteur du lot, mais il y a deux phrases en particulier qui m'ont fait réagir. D'abord, on a Benoît qui dit « C'est une pièce où quand tu la vois sur quelqu'un d'autre, tu te dis « ça lui va trop bien, mais jamais j'oserais la porter ». Alors là, on reconnaît le passionné de longue date qui a besoin d'être surpris, impressionné et choqué. Forcément, Benoît il en a vu passer des pièces fortes depuis le temps, c'est pas deux zips sur une manche qui vont le déstabiliser. Il est vrai qu'on peut envisager la notion de pièce forte par rapport aux autres, et aussi à soi. Tiens donc, là on a une réponse plus relativiste de David, on reconnaît bien le community manager qui a l'habitude de se mettre à la place de tout le monde. Eh bien je suis plutôt d'accord David, la pièce forte c'est la pièce forte pour toi par rapport à ton milieu et ta perception de toi-même. Tu vois, je connais des gens qui voient le t-shirt bleu clair comme quelque chose qui les fait sortir de leur zone de confort. Je connais aussi des gens qui portent des chemises imprimées à col requin et pour qui c'est juste un basique de tous les jours. Ou des gens comme Benoît qui après plus de 10 ans de blogging ont forcément changé de référentiel. Autant te dire qu'ils n'ont pas la même définition de pièce forte. Et tu vois, dans l'épisode 16, j'ai vu ce commentaire qui m'a fait réagir. Le souci, c'est que la majorité de ce que tu as présenté est difficilement portable dans la vie de tous les jours. Certes, la vidéo est très axée sur tes goûts, mais je trouve que de manière générale, ce que vous présentez est assez compliqué à porter sans avoir d'énormes connaissances en style. Tout le monde n'est pas passionné par la mode. Eh bien, j'ai eu envie d'aller dans ton sens, Smackfitou, et de faire un épisode pour tous les gens qui pensent comme toi, sachant qu'effectivement, ces derniers temps, j'ai fait plus de vidéos axées sur mes choix personnels et pas forcément accessibles aux débutants. Alors aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Je vais te présenter des pièces qui, selon moi, ont le meilleur rapport entre originalité, visibilité, démarcation et facilité à être portée, consensus, acceptation sociale. Je ne te dis pas qu'il y aura zéro risque, on ne peut jamais plaire à tout le monde, mais ces pièces-là t'apprendront à prendre des risques, et tu verras, on y prend goût. Numéro 1, la parka d'inspiration militaire. Commençons par la parka et plus particulièrement celle d'inspiration militaire, une pièce qui selon moi est assez facile, malgré son caractère assez marqué, notamment parce qu'elle est très bien représentée dans la culture populaire et qu'elle a subi beaucoup de réinterprétations de style à travers l'histoire. La plupart des parkas que tu vas trouver sur le marché sont basés sur 3 des modèles historiques de l'armée américaine. La M65 Field Jacket, avec sa capuche intégrée et ses fermetures zippées. La M51 Fishtail Parka, qui tient son nom Fishtail de son bac caractéristique en forme de queue de poisson. Et la M43 Field Jacket, celle qui a posé les bases des parkas suivantes, dotée de 4 poches à rabat. Tu la reconnaîtras surtout à son col, plus proche d'un col tailleur. On peut aussi inclure toutes sortes de sahariennes, qui est un terme assez générique pour ce genre de veste mi-longue, en coton et en lin, dotée de 4 poches à rabat frontal. Elles sont toutes plus ou moins inspirées du vêtement militaire elles aussi, même si on en trouve des versions plus raffinées. Par exemple, les sahariennes dotées d'une ceinture se situeront à mi-chemin entre un style élégant et un style plus baroudeur. D'ailleurs, pour moi, le mot saharienne est souvent utilisé pour sous-entendre une parka au style plus habillé. Maintenant que tu connais un peu toutes ces parkas, je vais te donner quelques astuces pour en choisir une qui correspond à ton style. D'abord, la matière joue pour beaucoup dans ta façon de l'interpréter. Mettons que tu la prennes dans un coton uni, lisse et soyeux, ou dans un lin qu'on trouverait d'habitude sur un blazer, ou veste sport pour les puristes du jargon. Bon bah là, ta parka fait tout de suite plus sartoriale, plus saharienne. A l'inverse, si tu prends un chevron bien costaud ou même un coton ciré, elle aura tout de suite un aspect un peu plus campagne, voire carrément explorateur. Pareil si c'est un coton lavé à la couleur légèrement blanchie, c'est d'ailleurs l'aspect qu'auront souvent les vrais parkas militaires trouvés en free. D'ailleurs le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est évidemment la couleur. Si tu choisis un kaki ou un olive, elle fera évidemment plus militaire. Si tu choisis un beige ou un marron clair, on ira dans le domaine un peu plus sartorial. Et si tu choisis un bleu ou un gris, tu seras en terrain plus neutre, ce qui peut t'aider si tu la trouves un peu difficile à porter au départ. Et enfin, prends en compte la coupe. Les vrais parkas militaires vintage ont des coupes assez carrées et d'une certaine ampleur. Si tu choisis à l'inverse une saharienne dotée d'une emmanchure haute et d'un dos bien cintré, ça fera tout de suite plus habillé. Numéro 2, le henley. Il peut être à manches courtes ou longues et on appelle parfois le henley en français t-shirt à col tunisien. C'est quoi la différence entre les deux ? Bah je crois qu'il n'y en a pas. Il y a un avantage tout bête à porter un henley, c'est que ces boutons ajoutent immédiatement de la complexité sur le haut de ta tenue. Côté pratique, tu vas probablement apprécier de pouvoir ouvrir un ou deux boutons, ce qui est plutôt cool quand tu passes d'un temps frais à l'extérieur à la chaleur étouffante d'un bar bondé. Finalement, le henley il a un peu les mêmes avantages que le polo, sauf qu'il se traîne pas ses connotations un peu... bon, tu sais quoi.
Cela dit, permets-moi d'ouvrir une parenthèse. Moi qui ai boudé le polo pendant de longues années, je commence à envisager la possibilité de faire une exception. Certains polos, au style un peu vintage, avec des bords-côtes plus marqués et un col-chemise plus assumé, commencent à me faire de l'œil, et à me faire oublier tous les cols relevés et les poneys grotesques que j'ai vus durant ma vie. Pour revenir au Henley, c'est pas plus compliqué à porter qu'un t-shirt. Mais mon goût personnel est de les choisir chinés et dans des couleurs faciles à porter. C'est surtout une pièce de layering à mes yeux et elle n'est pas là pour voler la vedette au reste de la tenue. Numéro 3, les boots et les brogues. Quand j'étais ado et que j'ai commencé à m'intéresser de plus près aux fringues, j'ai très vite compris que les boots et moi, on serait fait pour s'entendre. Et si tu débutes, elles auront plein d'avantages pour toi aussi. Déjà, elles grandissent un peu la silhouette du porteur. Non seulement tu as quelques centimètres de talon que tu gagnes en passant de la sneaker à n'importe quel soulier, mais en plus le fait que ça remonte sur la cheville créera une ligne plus uniforme avec ton pantalon. En gros, tu vas gagner en longueur visuellement. Deuxième avantage, toute boot paraît plus décontractée que son équivalent en version basse. Et dans un monde où on s'habille de moins en moins formel, c'est plutôt un avantage. Regarde, voilà une Richelieu, la chaussure formelle par excellence, comparée à sa version bottine. Juste ici, une derby qui reste assez habillée, comparée à une derby boot. Et enfin, une derby très workwear, comparée à sa version work boot. Et qu'est-ce qu'on remarque si on regarde bien? La bottine est à chaque fois toujours un peu plus casual. Le mieux dans tout ça, c'est que malgré ça, ça reste un choix assez original qui se démarque un peu. Mais ça tu le savais, sinon je l'aurais pas mise dans la liste. Bon, après, les boots en été, c'est quand même très chiant, et ce serait dommage de devoir porter uniquement des sneakers basses. Et là, Dieu inventa les brogues. En gros, il s'est dit qu'il allait prendre des souliers et qu'il allait les décorer avec plein de petites perforations. Comme les pièces plus formelles sont généralement plus lisses et moins chargées, bah ça les rend plus casual. Et donc, plus facile à porter de nos jours. Et il y a plein de types de brogues, mais celles dont on parle aujourd'hui sont plutôt les plus casual, donc plutôt dotées de semelles épaisses au ton boisé, de couleurs décontractées et de formes bien rondes. Donc on parle plutôt d'une paire comme ça, avec une semelle des Night et un bossuet des marrons clairs, qu'une paire comme ça. Et d'ailleurs, les brogues ne sont pas forcément des derbies. Voici justement un Richelieu brogue, et ce modèle de chez Jacques & Demeter, c'est peut-être un des rares exemples que je recommanderais comme une chaussure décontractée alors que c'est pourtant un Richelieu. Numéro 4, la surchemise. Me demande pas d'où vient la surchemise, parce que franchement, j'en sais rien. Je pense juste qu'il faut se rappeler qu'au 19e et au 20e siècle, les gens portaient des maillots de corps sous leur chemise. Du coup, c'était pas un problème d'avoir des chemises plus épaisses à la limite entre la veste et la chemise, ni même que la matière soit plus rigide ou pas confortable. Ce qui est sûr, c'est que les modèles qui sont appréciés aujourd'hui prennent leurs racines à la fois dans le workwear et dans le militaire. Ils sont donc toujours dotés d'un aspect assez fonctionnel. On va donc dire qu'on appelle surchemise toutes les chemises qui sont faites dans des matières plus épaisses, faites pour être portées par-dessus quelque chose et pas à même la peau. Et si en plus une ou deux poches pour rappeler le côté fonctionnel, c'est encore plus une surchemise. Maintenant pour le côté style, j'ai pas grand chose à te recommander, c'est une pièce pour laquelle la matière fait beaucoup et il suffit de la porter par-dessus autre chose. C'est plutôt sur les questions de confort et de coupe que j'aimerais m'attarder. Si la matière est très épaisse et rigide et qu'en plus la surchemise est très ajustée, bah tu vas vite t'en lasser et t'auras jamais envie de la porter. Aussi lors d'un achat, n'oublie pas de l'essayer avec quelques couches en dessous pour être sûr de la bonne taille. Ça reste une pièce de layering, il faut que tu puisses la porter dans beaucoup de combinaisons, donc sois sûr que ça passe au moins avec une petite maille. Enfin, si je devais donner ma préférence personnelle, elle irait aux surchemises en maille. Leur matière est tricotée comme celle d'un pull plutôt que tissée, ce qui résout facilement les problèmes de confort et donne un peu d'élasticité. Je regrette seulement qu'elle ne soit pas plus facile à trouver sur le marché. Numéro 5. Trouve-les toi-même. Non, ne t'en fais pas, j'étais pas en train de te dire que tu devais te débrouiller et que j'allais plus t'aider, c'est plus que j'ai envie que tu t'interroges un peu pour devenir autonome. Bon, qu'est-ce qu'on remarque comme point commun qui relie toutes ces pièces qu'on a énumérées? Elles ont toutes une connotation soit workwear, soit militaire, soit classique anglais. Elles sont toutes des classiques très bien représentés dans l'histoire et dans la culture populaire occidentale. Elles ont souvent un côté fonctionnel et pratique. Et bien maintenant, tu sais pourquoi ces pièces sont aussi rassurantes pour l'homme. Elles sont masculines à cause des univers desquels elles proviennent, elles ne donnent pas l'air précieux ou prétentieux parce que leur esthétique est justifiée par une fonctionnalité. Et enfin, elles sont bien représentées, même si ce ne sont pas les plus portées, ce qui fera que tu n'auras pas l'air marginal avec. Du coup maintenant, tu sauras qu'à chaque fois que tu veux savoir à quel point une pièce est facile à porter, tu auras juste à vérifier ces critères et tu auras la réponse tout seul. Et peut-être qu'une fois que tu te seras fait la main sur ce genre de pièces, tu auras envie d'essayer des pièces un peu moins rassurantes mais tout aussi intéressantes. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Si la vidéo t'a plu, lâche-moi un petit pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.